Bonjour François Krug. Bonjour. L'affaire McKinsey, pour le coup, on en avait parlé dans Secret d'Info. On n'a sans doute pas fini de le faire, mais compte tenu de la dimension qu'elle a prise, il nous a semblé important d'y revenir. Or, vous avez publié une enquête dans le magazine M Le Monde qui analyse les liens qui existent entre McKinsey et Emmanuel Macron. Et ce qu'on peut constater, ce qui est intéressant de voir, d'abord pour commencer, c'est que ces liens, en fait, ils sont assez, voire très anciens. Ils sont très anciens, ils remontent à 2007, en fait, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc Emmanuel Macron est un jeune inspecteur des finances, très brillant, qui est choisi comme rapporteur de la commission Attali, si vous vous souvenez de la commission pour Attali, la libération de la croissance. Voilà, donc Nicolas Sarkozy avait décidé de réunir des chefs d'entreprise, des experts, et puis d'avoir un petit noyau de hauts fonctionnaires pour faire tourner la machine. Et pour faire tourner encore plus la machine, il y avait un petit noyau de consultants venus du privé, en l'occurrence de McKinsey, et aussi d'un autre cabinet qui est Accenture. Ouais. Donc, mais alors, ils le font, comme on dit, pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Alors ça, c'était pro bono, donc c'est le terme dans le métier pour les activités, on va dire, caritatives un petit peu, enfin pour la bonne cause. Donc ça ne rapporte rien au cabinet financièrement. Ouais. En termes de réputation, ça peut être utile. Voilà, pourquoi un cabinet de conseil délègue finalement un certain nombre de ses personnels gratuitement pour participer à une commission? On pense bien qu'il y a un retour, forcément, on en attend quelque chose. Alors, il y a un retour en termes d'image, puisqu'on peut après aller démarcher des clients privés, des industriels, en disant nous, on a travaillé à la relance de la croissance française avec Jacques Attali pour le président de la République, donc on n'est pas n'importe qui. Il y a des liens d'amitié et des liens humains aussi, puisque le patron de McKinsey était parmi les experts siégeant au sein de la commission, de même que le patron d'Accenture, qui était l'autre cabinet de conseil qui intervenait auprès de cette commission. On tisse des réseaux. C'est des réseaux. C'est des réseaux. Et c'est là que... C'est un investissement, en fait. C'est un investissement... en image et éventuellement un investissement en pour futur l'avenir. Contrat. Un investissement, c'est un investissement puisqu'on y croise un jeune haut fonctionnaire qui s'appelle Emmanuel Macron et qui est brillant, mais on ne peut pas encore lui prédire une carrière de président. Oui, à l'époque, personne... Voilà. Et des liens se tissent. Et des liens se tissent entre Emmanuel Macron, d'une part, qui est le rapporteur de cette commission, et le patron de la petite équipe de McKinsey qui est là, en fait, pour faire des PowerPoints, des tableaux, pour faire des simulations, des statistiques, qui s'appelle Karim Tadjedine. Ils ont à peu près le même âge. Un peu le même parcours si on caricature, c'est-à-dire des gens extrêmement brillants qui sont promis une très belle carrière. Et ils vont faire une partie de leur carrière en se croisant, en se recroisant. On va les retrouver dans les mêmes think tanks, tendance gauche libérale, DSK. Ils vont préfacer un livre ensemble. Alors, aussi. Ils ont collaboré un même livre, effectivement, qui s'appelait «L'État en mode start-up», ce qui résume assez bien. En 2016. Oui, ouais. Ça résume à la fois la philosophie macronienne et la philosophie de McKinsey, enfin la vision du service public qu'entretient McKinsey. Donc ces liens sont très étroits. Il y a cette première commission Attali en 2007. Il y en a une deuxième en 2008. Il y en a une deuxième en 2010. Alors cette fois-ci, Macron est monté en grade. Il est devenu banquier d'affaires, il est chez Rothschild et il fait partie des experts qui siègent dans la commission. Mais McKinsey fait toujours partie est toujours le cabinet qui est là pour faire tourner la machine. D'autres consultants de petits jeunes de McKinsey sont là, dont des gens qu'on retrouvera plus tard dans la campagne de Macron. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est que le rapporteur de cette deuxième commission Attali, qui s'appelle Thomas Cazenave, et qui prend donc la place de Macron, deviendra directeur adjoint de cabinet de Macron à Bercy, deviendra ensuite patron d'une structure que le président Macron créera, qui s'appelle la Direction interministérielle à la transformation publique, c'est un peu long, et qui sera donc la personne qui sera chargée d'attribuer les marchés au cabinet de conseil. 10 ans après cette commission Attali. Ouais. Il est maintenant député. Alors, revenons un peu en arrière. 2017, donc la campagne d'Emmanuel Macron, une vingtaine de salariés de McKinsey participent à cette campagne. Oui. Alors, là, on n'est plus dans le domaine du pro bono. Enfin, si c'est le discours non, c'est rien, en fait. C'est du bénévolat. Bon, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. C'est justement tout l'objet d'une des deux enquêtes du parquet national financier, celle sur les comptes de campagne. C'est-à-dire, est-ce que c'était du travail déguisé
ou est-ce que c'était vraiment du bénévolat, puisque auquel cas ce serait un financement illégal de campagne. À ce moment-là, oui, ça devrait être déclaré comme une dépense de campagne. Et ce que vous expliquez dans votre article, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à savoir s'ils étaient vraiment sur leur temps de travail ou s'ils étaient en congé ou dans leurs heures de repos. Alors, on le sait d'autant moins que les adresses mail utilisées sont les adresses professionnelles, parce que cet aspect-là de l'affaire éclate à cause de ce qu'on a appelé les Macron Leaks, c'est-à-dire les milliers de mails internes qui ont fuité. Bon, donc on a des échanges où on voit que quand Ismaël Emelien, le cerveau de la campagne d'Emmanuel Macron, lance par exemple ce qu'ils avaient appelé la grande marche, c'est-à-dire l'espèce de sondage porte-à-porte. Voilà. Ça avait été conçu par un ancien consultant de McKinsey, qui était parmi les petites mains de la commission Attali, qui s'appelle Guillaume Liéger, qui avait une société spécialisée dans les campagnes électorales. Et puis les résultats de ce sondage porte-à-porte est envoyé par email par Ismaël Emelien à Karim Tadjedine et un autre cadre de McKinsey, qui sont donc les premiers à voir les résultats de ce sondage et à donner leur avis. Donc les liens sont quand même très étroits. Après, est-ce que c'est purement de l'amitié? Est-ce que c'est du travail déguisé? Ou une proximité idéologique qui fait qu'on œuvre pour la même chose parce qu'on y croit et que McKinsey, comme Emmanuel Macron, ont peut-être un logiciel qui est un peu commun. Le logiciel idéologique, je pense, est assez proche. C'est économiquement libéral. Sur les questions sociales, ils sont de la même génération, donc plutôt ouverts. Karim Tadjedine et Macron ont été dans le même think tank, plutôt tendance Dominique Strauss-Kahn, quand Dominique Strauss-Kahn avait encore un avenir en politique. C'est le même logiciel, oui. Ça va quand même parfois un peu plus loin, parce que, alors ça ne se fera pas, mais on voit que Karim Tadjedine propose au candidat Macron en 2017 un prêt. De lui prêter de l'argent. Oui. Alors ça, c'est au tout début de la construction de la campagne et du parti. Donc je suppose que tout le monde tâtonnait un petit peu sur le financement. Mais on a effectivement dans les Macron Leaks des échanges d'emails où des gens de la campagne disent là, on se calme, si on ne peut pas faire de prêt. Il faut, ça sort du cadre légal. Donc ce prêt n'a pas eu lieu. Il y a quand même eu un investissement ou une envie de s'investir dans cette campagne et auprès de ce candidat qui était quand même assez intense. Ouais. Alors, vous parliez de la suite. Effectivement, par la suite, on voit qu'un consultant de chez McKinsey devient directeur adjoint du secrétaire d'État au numérique, ce qui est tout à fait légal. Je veux dire, ça, c'est le droit de chacun de passer du privé au public, etc. Il y a un autre dirigeant de McKinsey qui est nommé à la tête de Polytechnique. Et puis après, il y a... McKinsey va s'occuper du plan de vaccination avec d'autres cabinets, etc. Là aussi, la question, c'est est-ce que ce sont finalement des contrats normaux avec des cabinets de conseil, quoi qu'on en pense, qu'on soit d'accord ou pas avec cette façon de fonctionner, ou est-ce qu'il s'agit d'un renvoi d'ascenseur, en fait, c'est ça? Alors ça, c'est la justice qui pourra le dire, parce que de toute façon, McKinsey aurait été sur les rangs pour les contrats de consulting lancés par l'État. Est-ce qu'il en aurait décroché autant? C'est toute la... C'est l'enjeu. Ça, c'est toute la question. Alors, du côté de l'État, on se couvre en disant que tout le système a été extrêmement bien pensé. C'est-à-dire qu'avant, chaque ministère lançait son appel d'offres dans son coin dès qu'il avait besoin d'un conseil sur un tel ou tel dossier. Sous Macron, donc, il y a eu cette direction interministérielle à la transformation publique, la DITP pour ceux qui connaissent. Un guichet unique, qui est un guichet unique. C'est-à-dire que la DITP a fait un appel d'offres global en choisissant 20 cabinets. Et après, ils se partagent une enveloppe qui est à peu près 200 millions d'euros par an. Et voilà. Donc, chacun a sa part. Normalement, il n'y a pas de favoritisme. Le problème avec McKinsey, c'est que McKinsey, sur le marché du consulting, occupe une place assez particulière qui est vraiment le top niveau. C'est le premium, c'est la réflexion stratégique. Ils ne vont pas mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de conseil qui vont faire du conseil sur l'informatique, sur la logistique. McKinsey, eux, sont les cerveaux. Donc, ils décrochent forcément les missions les plus prestigieuses et les plus politiques.
c'est une autre affaire qui a marqué 2022, la tentaculaire enquête pour viol en réunion, traite d'êtres humains et proxénétisme qui concernerait 53 victimes et dans laquelle 8 personnes sont déjà mises en examen et on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Cette affaire, elle avait été révélée par Le Parisien, mais on va en parler avec vous, Lorraine de Fouché. Bonjour. Bonjour. Vous y avez consacré une enquête en 4 volets, toujours pour le journal Le Monde. Alors, pour comprendre cette affaire, il faut d'abord s'intéresser à un personnage que on nomme par son prénom, Julien, un homme qui utilisait un avatar féminin qui s'appelait Axel, donc un nom féminin, et c'est grâce à cela en fait qu'il recrutait, qu'il approchait ses victimes. Julien, il utilise des techniques qui sont utilisées dans des réseaux de proxénétisme plus traditionnels, c'est-à-dire des réseaux par exemple, de prostituées qui peuvent être sur les boulevards maréchaux parisiens. C'est-à-dire que la matière première de ces réseaux, donc, qui sont des jeunes femmes à qui on promet des choses qui n'ont pas beaucoup de réalité, l'entrée dans le réseau, elle se fait toujours par donc, ce personnage qui est capital, qui est ce que les policiers et les spécialistes appellent le lover boy. C'est-à-dire qu'il va séduire de manière très, très offensive des jeunes filles assez crédules et qui vont tomber dans un réseau qui va beaucoup plus s'apparenter à de la traite d'êtres humains. Alors ça, c'est sur Internet, donc il se fait passer pour une certaine Axel et il approche des jeunes femmes qui sont en situation de vulnérabilité, en fait. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant dans cette affaire, c'est qu'en fait, aucune, ou voire très très peu des jeunes femmes qui se retrouvent donc désormais plaignantes dans le dossier, avaient originellement l'intention de tourner dans des films pornographiques. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment atterri là suite à des mois et des mois de travail mental mis en place par cette personne qui n'existe pas. Ce Julien, Julien, Axel. Voilà, Axel. Et elles pensent qu'elles ont affaire à une femme, d'ailleurs, voilà, sur Internet. Et ça joue. C'est-à-dire qu'Axel, c'est vraiment une espèce de personnage vitrine qui a un Instagram qui fourmille de photos, d'hôtels de luxe, de vêtements de luxe. Et donc, ces jeunes femmes qui sont dans une précarité économique certaine vont acheter cette poudre aux yeux de leur ami numérique et imaginaire qu'elles pensent exister vraiment, qui est Axel. Et en réalité, Axel n'a qu'une existence numérique et c'est Julien qui est un recruteur d'un réseau de traite d'êtres humains. Et Axel, d'ailleurs, renvoie ces jeunes femmes vers Julien, sans qu'elles sachent que c'est la même personne, en fait. Et le Julien les renvoie vers une autre personne qui est centrale, qui s'appelle Pascal Opé. Voilà. Et Julien a un rôle... Il a un rôle de recrutement, c'est-à-dire qu'il va recruter les jeunes femmes et il prend en charge aussi une étape qui est capitale dans les réseaux de proxénétisme, c'est ce qu'on appelle le viol d'abattage. C'est-à-dire que pour rentrer dans un réseau de proxénétisme, il faut casser les défenses en fait des jeunes femmes et donc il faut mettre en place ce primo-viol qui est celui qui permet tous les autres. C'est-à-dire que quand le premier viol a lieu, se mettent en place les conséquences traumatiques classiques liées à la violence sexuelle. Et derrière, les jeunes femmes ont beaucoup moins de résistance à être, entre guillemets, traitées comme des objets. Alors ce viol, ça se passe pas là chez Pascal Opé encore. C'est avant cela, c'est-à-dire Julien, via Axel, propose à ces jeunes femmes, tu as besoin de 2 000, 3 000 euros, tiens, je connais quelqu'un, il est sympa, ça va bien se passer dans un hôtel à Reims, je crois. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'est un traumatisme terrible qui leur arrive. Voilà, et c'est vraiment comme ça qu'elles rentrent dans le réseau. Et elles sont plusieurs à le dire, c'est que si... Elles se font violer, il faut dire les choses. Elles sont violées dans ces... Enfin, elles pensent avoir affaire à un client qui va avoir des pratiques assez violentes et surtout qu'à la fin, elles ne sont pas payées. Elles vont toutes montrer des conséquences traumatiques assez sévères. En plus, elles n'ont pas eu l'argent escompté. Elles s'enfoncent un peu plus dans la précarité. Et donc, les défenses leurs défenses ont un peu plus... ont été encore fragilisées et donc elles sont à nouveau plus à même de devenir des proies pour le réseau. Et ensuite, donc, le Julien les amène vers ce fameux Pascal Opé. Alors, Pascal Opé, quand même, faut dire 2 mots de son pédigré. C'est un homme qui est connu pour insulter, pour gifler, pour cracher sur les femmes qui tournent pour lui. En 2013, il explique qu'être gay, c'est une maladie. Et il qualifie ses acteurs noirs de bamboulas ou de singes. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce dossier, c'est qu'en fait, il y a évidemment un fond politique
C'est-à-dire que pour traiter comme ça des femmes dans les films qu'on réalise, il faut avoir une certaine vision de la femme. Et Pascal Opé, c'est vraiment un chantre du masculinisme. C'est-à-dire qu'il pense que les hommes ont un droit au corps des femmes. Il pense... et ça va avec l'homophobie, ça va avec le racisme. Enfin, tout ça est un corpus idéologique d'atteinte aux femmes. Ces hommes-là ne font pas ça par hasard. Ils se sont pas... c'est pas les viols qu'ils ont menés dans la réalisation de leurs vidéos ne sont pas des accidents du travail, c'est pas des choses qui ont dérapé. Ils ne sont pas déconnectés de ce qu'ils sont, de leur logiciel et de leur... Non, il y a un vrai logiciel politique qui est une production d'images entre guillemets de propagande, puisque derrière ce porno-là va façonner l'esprit de centaines de milliers d'adolescents qui vont les regarder, et cette propagande, ça induit une supériorité écrasante des hommes sur la sexualité et sur les corps des femmes. Alors concrètement, ça veut dire que ces femmes sont dans les mains de cet homme qui tourne des films porno, en leur disant d'ailleurs qu'ils ne seront quasiment vus par personne, sinon au Canada, à l'origine. Et c'est là qu'intervient un French Bukake, parce que le Bukake, en fait, c'est une femme qui, alors, disons les choses, se fait violer par une quarantaine de personnes dans un hangar ou un garage, enfin voilà. Et c'est ça qu'il organise, Pascal Opé. Voilà, alors le bukake, à la base, c'est une pratique traditionnelle, si tant est qu'on puisse la qualifier comme ça, japonaise, qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et où en fait, c'est un nombre assez important d'hommes qui se réunissent dans des endroits très dégradés, des entrepôts, des parkings. Les hommes sont cagoulés. Et ils sont en sous-vêtements. La jeune femme, elle, est allongée sur un matelas ou une palette. Enfin, il y a vraiment ça aussi, cette idée de dégradation. Et ils vont tous en même temps se masturber sur elle, donc dans une violence inouïe. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ces bukake-là ont été documentés en 2015. Par exemple, il y a eu un article dans Les Inrocks qui a été écrit de manière très gonzo, incarnée, d'un journaliste qui s'était rendu dans un bukake et qui avait trouvé ça un peu comme une exploration de la marge, en fait, mais qui n'avait pas vu, en fait, l'espèce de message politique de violence sexuelle inouïe qui s'abattait sur la jeune femme, dont évidemment le consentement à une telle pratique était vicié. Et puis, il y a la question aussi de qui sera considéré éventuellement, dans le cadre de cette enquête, comme responsable d'un viol. Parce que là, on parle de 40 personnes, mais il y en a beaucoup plus que 40, puisque des bukake, Pascal Opé en a tourné énormément. Donc, à l'arrivée, c'est pour ça que je disais, il y a 8 personnes mises en examen. Mais est-ce que, possiblement, ces amateurs qu'on recrutait pour participer à ces bukake, pour ensuite les filmer, est-ce que, potentiellement, ces gens-là sont des suspects en puissance? Alors, les gendarmes de la section de recherche de Paris ont établi... Parce que là, on parle de centaines de personnes. Oui, on est à plus de 500, je crois. Donc, il y a un chiffre qui a été établi. Donc, il y a un demi-millier de participants à ces bukake. Les gendarmes avaient en tête de les raccrocher à la procédure, mais cette procédure de French Bukake est déjà tentaculaire. Au parquet général de Paris, ils en parlent, entre guillemets, comme le Bataclan de la violence sexuelle. Si en plus vous y incorporez donc tous ces pratiquants du bukake, vous allez vous retrouver avec une audience de cour d'assises qui va être intenable. Donc, mécaniquement, le système judiciaire ne peut pas absorber tout ça, mais évidemment, le rôle de ces participants au bukake, comme le rôle des consommateurs de ces vidéos, est à interroger sociétalement. Alors, il y a autre chose que vous dites et qui paraît assez sidérant, c'est que vous parlez d'un autre protagoniste, un opticien, qui aurait mis au point un logiciel permettant de fabriquer de faux tests pour les maladies sexuellement transmissibles. Oui. Et c'est l'un des éléments sidérants de ce dossier, c'est qu'en fait, il y avait un niveau de tournage industriel. French Bukake a commencé à produire aussi des vidéos à l'échelle européenne, où il y a certains standards de réalisation des vidéos, notamment le fait que tous les participants au tournage doivent être systématiquement soumis à des tests de détection des maladies sexuellement transmissibles, ce qui apparaît Normal, évident. Oui.
Sauf que Pascal et ses acolytes, pas très respectueux du droit du travail ni d'aucune norme en fait de réalisation d'un tournage, ça mettait trop de temps de faire les tests et puis c'était trop compliqué, c'était trop embêtant. Et donc ils ont sollicité un informaticien pour qu'il leur produise des faux tests qu'ils puissent fournir. Et donc, ces tournages ont non seulement atteint évidemment la santé psychique des victimes, mais aussi leur santé physique, puisque certaines d'entre elles ont fini les tournages aux urgences avec des maladies sexuellement transmissibles assez graves. Ouais. Puis, ultime humiliation pour les victimes, quand elles se rendent compte que ces vidéos ne sont pas diffusées qu'au Canada, mais sur d'autres plateformes, dont celle de Marc Dorcel d'ailleurs. Si je ne fais pas une erreur. Non. Elles demandent à ce que ces vidéos soient enlevées. Et on leur dit « Ok, mais ça va vous coûter 2 ou 3 000 euros. » Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce réseau, c'est qu'en fait, il y a vraiment de l'escroquerie et de la ruse à chaque niveau du réseau. C'est-à-dire que C'est l'exploitation jusqu'au bout. Voilà, à l'entrée du réseau, il y a Axel qui mène une escroquerie. Au moment du tournage, tout le consentement est vicié de A à Z. Après, sur la diffusion, le consentement est aussi vicié, puisque évidemment que ces jeunes femmes ne sont pas d'accord avec la diffusion d'une vidéo à l'échelle nationale sur des tubes accessibles à tous. Et donc, c'est ce que des victimes ont pu me dire, c'est cette impression d'avoir été violées 3 fois, 2 fois physiquement et une dernière fois numériquement. C'est-à-dire qu'elles ont découvert stupéfaites, souvent pas elles-mêmes d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce dossier, c'est que c'est leurs proches. C'est leurs collègues de boulot, par exemple, qui vont... Qui leur disent, tiens, je t'ai vu. Voilà, ouais. ou des voisins qui vont se mettre à les harceler sexuellement. Parce que une femme, à partir du moment où elle réalise une vidéo pornographique, elle devient une forme de bien public. C'est-à-dire que beaucoup de ses proches pensent avoir un droit sur son corps et sur sa sexualité. Donc elles sont toutes harcelées sexuellement à des niveaux stratosphériques, mais même encore aujourd'hui. Moi, j'ai pu échanger avec des victimes qui, même 10 ans après la réalisation des vidéos pour French Bukkake, se font encore crever les pneus de leur voiture, se font encore brûler leur porte d'entrée. Enfin, on a sociétalement un rapport au porno qui est vraiment à interroger. C'est-à-dire que ça génère une espèce de panique morale qui fait que les gens ne sont pas capables de se comporter normalement avec des personnes qui, de près ou de loin, ont été présents dans le porno en France. Ça a été un autre choc cette année qui nous ramène au Qatar d'ailleurs. La Coupe du Monde est déjà loin. Un choc qui a justifié une enquête que vous avez co-signée dans le journal Libération. Willy Devin, bonjour. Bonjour. Alors d'abord un mot de ces campagnes de désinformation sur Twitter notamment. Le PSG aurait eu recours à une armée de trolls pour salir la réputation de supporters et de journalistes. On s'aperçoit en fait en décryptant aujourd'hui les coulisses du club qu'il existe à différents niveaux des actions de barbouzerie, de déstabilisation qui sont pensées par des membres éminents du club pour un enjeu réputationnel, pour empêcher que le club soit soumis à des polémiques. Et donc, effectivement, le PSG avait eu recours à des boîtes, en tout cas à une boîte privée, qui a monté ce qu'on appelle une ferme à trolls. Donc, c'est des faux comptes Twitter qui émettent en même temps. Il y en avait un principal qui s'appelle Panam Squad et qui, en fait, permettait au club de cibler des médias, notamment Mediapart et L'Équipe, qui, effectivement, avaient sorti à un moment donné des papiers sur le club et sur la façon dont le club, en fait, se comportait avec certains joueurs. Ça a été notamment aussi le cas au moment des Football Leaks sur l'évasion fiscale dans le foot. Et on ciblait aussi des joueurs comme Kylian Mbappé à certains moments, ou Adrien Rabiot, quand Adrien Rabiot a voulu quitter le club dans des conditions assez tumultueuses. Avec de fausses informations, une forme de harcèlement aussi. Alors moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que en fait, Panam Squad était la réponse à ce que le PSG vit comme un acte de déstabilisation, qui était en fait l'aventure d'un petit groupe qui n'a pas été identifié, et qui a fait sortir un bouquin sur le PSG à l'époque, sans qu'on sache bien si c'était
des supporters, des personnes qui étaient au sein du club et qui rencardaient des fans à l'extérieur du club sous une entité qui s'appelait Paris United et qui en fait était extrêmement bien informée. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est hyper intéressant dans les affaires en cours, c'est de rentrer un peu dans la mentalité de la direction du PSG qui se vit systématiquement dans un rapport de force géopolitique. En fait, le PSG étant une entité qatari, étant un club-État, ils sont obnubilés par des possibles déstabilisations du club qui pourraient venir d'autres entités du Golfe et donc d'autres États du Golfe. Et au Qatar, l'obsession de l'ennemi, c'est les Émirats arabes unis. Et or, il se trouve que les Émirats arabes unis sont la propriété aujourd'hui de Manchester City, qui est l'autre très gros club européen, qui est un des rivaux principaux du PSG sur la scène sportive. Et en fait, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le PSG, la direction qatari du PSG, pensait que Paris United, donc cette petite escouade de personnes dont on n'a jamais très bien identifié l'identité, était tout à fait à la solde des Émiratis. Et que ça va plus loin que ça, que pour recueillir des informations qui étaient des informations de première main, notamment qui venaient du secteur médical du club, c'est-à-dire que Paris United était capable de dire avant des matchs de top niveau en Ligue des Champions que tel ou tel joueur n'allait pas jouer. Ce qui pour un club de foot est en fait une fuite informationnelle absolument terrible. Si vous informez Manchester City ou le Real Madrid avant une demi-finale... Parce qu'ils peuvent composer leur équipe en fonction des absents de l'équipe d'en face. Voilà, que Kylian Mbappé ou un autre ne jouera pas parce qu'il est blessé, c'est terrible. Et donc, ils sont allés jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient être hackés par des hackers qui étaient à la solde des Émiratis et que donc il fallait répondre. Et c'est pour ça que le PSG a contractualisé avec une boîte privée qui leur permettait de créer des comptes Twitter renseignés par la direction du club qui contraient en fait la guerre informationnelle de Paris United. Ça témoigne quand même d'une forme de paranoïa qui alimente la direction du club. Et alors, cette direction du club, on le voit, et là on arrive à votre enquête, a utilisé aussi un ancien policier antiterroriste qu'elle a embauché et grâce auquel elle a pu avoir des informations auxquelles elle n'aurait jamais dû avoir accès. C'est tout à fait ça, en fait. Le PSG, il faut se mettre dans l'idée que le PSG est soumis en permanence à des polémiques. C'est une machine à polémiques. C'est monstrueux en termes d'attaque, tout peut faire polémique au club. Que ce soit par les joueurs, que ce soit par les résultats sportifs, que ce soit par leur comportement extrasportif. Et par la dimension politique, géopolitique et diplomatique que comporte ce club. Donc en fait, il faut se mettre dans l'idée que les dirigeants de ce club, et le mot paranoïa est parfaitement le bon, sont en permanence dans l'idée de devoir se défendre d'absolument toutes les agressions qui peuvent arriver. Et donc pour ça, comme d'autres grandes entreprises par ailleurs, LVMH a embauché Squarcini ensuite, le PSG a décidé d'embaucher donc Malik Naït Liman, qui est un ancien policier de la Direction générale de la sécurité intérieure et qui n'était pas un service anodin, qui était affecté au service surveillance et filature. C'est quelqu'un qui est extrêmement pointu techniquement, qui peut faire à peu près tout ce qu'un policier du renseignement peut faire en termes de technique, de filature, de suivi. Il sait travailler sur la technique, sur la téléphonie, sur les caméras, etc. Et en fait, ils ont décidé de le mettre... de lui affecter le suivi des supporters, qui est un gros sujet pour le club, qui est un gros potentiel de déstabilisation pour le club, la pacification des groupes de supporters et l'anticipation, en fait, des actions de contestation des supporters. Or, on s'aperçoit que Malik Naït Liman n'avait pas que ces missions-là. Alors, on ne sait pas dire aujourd'hui, et c'est l'un des enjeux de l'enquête, ce que la direction du club lui a réellement commandé. Parce qu'on s'aperçoit que Malik Naït Liman enregistrait, prenait des notes sur beaucoup de choses, et notamment sur le train de vie des joueurs, sur leurs sorties, sur leur fréquentation. Il a lui aussi pris des renseignements et accumulé un certain nombre de données sensibles sur des membres du club, sur des membres de la direction du club. Et on ne sait pas si, par exemple, et ça c'est une vraie hypothèse sur laquelle travaillent les juges,
Nasser Al-Khelaifi, par exemple, le patron du PSG, voilà, le président du club, lui a demandé de recueillir des informations sur des membres du club, en quelque sorte, pour avoir son canal d'information occulte sur ce qui se passait au club. Mais ça veut dire que ce sont des infos policières qu'on va chercher, alors que ces infos ne sont pas censées arriver au club. Absolument. Alors, il existait 2-3 informations publiques, mais vous avez raison, l'un des rôles de Maïk Naït Slimane, et ça, on l'entrevoit déjà dans le dossier judiciaire, c'est de consulter par le prisme des anciens collègues à lui qui sont restés soit à la DGSI, soit en d'autres services, d'obtenir des informations qui existent dans les fichiers de police. C'est-à-dire que par le prisme de Maïk Naït Slimane, le PSG avait une sorte de réseau de policiers, de correspondants dans des services de police qui donnaient des informations au club, et notamment dans des services extrêmement sensibles, parce que certains relèvent de la classification secret défense. Après, ça va un peu plus loin quand même. On ne fait pas que chercher des informations, parce qu'en même temps, on offre un certain nombre de privilèges à plusieurs policiers qui ont leur accès VIP au stade. On imagine que ce n'est pas par hasard non plus. Et puis, on va intervenir pour essayer d'aider une personne à régulariser son titre de séjour. On va même chercher à identifier des plaques d'immatriculation. Pardon, mais un club de foot n'a pas à connaître l'identité de ceux qui vont se garer à proximité du stade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un policier comme Maïk Naït Slimane, qui a un réseau extrêmement important, il y a une superposition des informations que lui va avoir pour le club et dont il va faire profiter le club. Et ensuite, on voit très clairement une superposition de demandes et de commandes qui sont des demandes et des commandes beaucoup plus personnelles de membres du club qui lui sont passées. Après, effectivement, Maïk Naït Slimane, il sert a priori à contrôler en fait tout ce qui peut déstabiliser le PSG. En tout cas, être dans l'anticipation de tout ce qui peut déstabiliser le PSG. Un des volets les plus importants et les plus explosifs... Il faut qu'on parle du disque dur. Alors, il y a les disques durs, effectivement. C'est quand même le plus troublant dans l'affaire. Alors, Maïk Naït Slimane, c'est hallucinant. C'est-à-dire que les policiers, quand ils le perquisitionnent, sont complètement abasourdis. Il y a des milliers et milliers de fichiers qui sont des enregistrements, des annotations, des documents reproduits chez lui et qui concernent des membres du club, mais pas que des membres du club, parce qu'il y a aussi vraiment des champs qui sont ouverts sur des enquêtes privées qui ont pu être menées par le prisme de Maïk Naït Slimane, et donc les policiers, en perquisitionnant, sont estomaqués par ce qu'ils découvrent. Et en épluchant l'entièreté de la documentation, ce qui leur a pris des semaines, en fait, ils s'aperçoivent que la surveillance a été massive pour des intérêts qui peuvent être multiples et qui concernent à peu près toutes les entités du club jusqu'aux joueurs. Et en fait, quand les joueurs ont appris qu'eux-mêmes étaient sous surveillance, là, il y a eu des grosses explications de texte en interne qui, à mon avis, ne sont pas terminées. Et puis, il n'y a pas que ça sur le disque dur de Maïk Naït Slimane. Il y a également des vidéos intimes qui touchent au président même du Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est un sous-volet du dossier, effectivement, dont pour l'instant on ne comprend pas extrêmement bien la destination. Les enquêteurs... Oui, parce qu'on n'imagine pas Nasser Al-Khelaifi lui demander de le filmer dans sa chambre d'hôtel. Enfin, ça... En fait, pour expliquer les choses, Nasser Al-Khelaifi fréquentait un appartement avec une femme qui est identifiée dans la procédure comme étant sa femme à Paris, en tout cas. Enfin, c'est une vraie relation. C'est une relation suivie de plusieurs mois. Une femme qu'il fréquentait à Paris, dans un appartement à ce stade dont l'adresse n'est pas extrêmement déterminée, et au sein duquel appartement il y avait une micro-caméra qui a filmé pendant 1 mois consécutif. Et ce qu'on voit, c'est que donc on a 1 mois consécutif de l'intimité de cet appartement. On voit plusieurs personnes s'y succéder, des membres de l'entourage personnel de Nasser Al-Khelaifi, et donc Nasser Al-Khelaifi avec cette femme dans des séquences extrêmement intimes. La question que se posent les enquêteurs, c'est à quoi a servi cette micro-caméra et ces films. Et qui l'a posé ? Et qui l'a posé ? Était-ce pour faire chanter Nasser Al-Khelaifi en échange d'obtenir de l'argent ou des positions favorisées au sein du club ? On ne sait pas. Était-ce pour le piéger ? Il y a d'autres hypothèses qui sont avancées par la défense, notamment d'un autre protagoniste important du dossier, dont on pourra peut-être parler, Tayeb Ben Abderrahmane, qui explique qu'en réalité, c'est Nasser Al-Khelaifi lui-même qui avait demandé la pose de cette caméra pour surveiller et la femme en question,
de peur qu'elle révèle peut-être des choses dans la presse, et ou des membres de son entourage qui pourraient recourir à des vols ou à des actions de déstabilisation. Alors Willy Ledevin, juste un mot justement, et on va conclure là-dessus de Tayeb Ben Abderrahmane, parce que lui s'est retrouvé emprisonné au Qatar, libéré dans des conditions assez troublantes. Alors ça, c'est un autre volet du dossier qui est aussi très complexe, parce qu'en fait, il y a plusieurs enquêtes judiciaires aujourd'hui qui dialoguent les unes avec les autres. Tayeb Ben Abderrahmane, c'est un lobbyiste qui est un proche de Malik Naït Liman. Ils sont originaires de la même ville de Gennevilliers. On ne sait pas très bien comment se fait leur connexion au départ, mais on a l'impression, en tout cas on entrevoit des premières investigations, que c'est un binôme qui va faire corps pour essayer de prendre des positions préférentielles au club et dans l'entourage du club. Et notamment accéder un peu au sein des seins du PSG, c'est le carré VIP du Parc des Princes, qui est un carré composé de 200 sièges, et au sein duquel sont vraiment invités les plus grands, les invités les plus prestigieux du PSG. Donc on y voit souvent Nicolas Sarkozy, on y voit le préfet de police, on y voit la maire de Paris, on y voit des grands chefs d'entreprise. Et à partir du moment en fait où vous accédez... Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le point de bascule? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il devient persona non grata? Tayeb Ben Abderrahmane, en fait, il fréquente ce carré VIP et à un moment donné, il a en sa possession des éléments qu'on peut qualifier de compromettants pour Nasser Al-Khelaifi. La question, c'est comment il les a obtenus. Est-ce qu'il les a obtenus par Malik Naït Liman? Est-ce qu'il les a obtenus par un ancien intendant de Nasser Al-Khelaifi qui semble s'être retourné et qui aujourd'hui agit contre Nasser Al-Khelaifi? Toujours est-il qu'il a eu en sa possession des documents compromettants, notamment le contenu d'un téléphone de Nasser Al-Khelaifi. Et donc lui, ensuite, a travaillé au Qatar, parce qu'il était embauché par le Qatar comme lobbyiste. Il a été arrêté à Doha en janvier 2020. Et là, il a subi une détention extrêmement rigoureuse, difficile, pendant plusieurs mois. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il a été libéré à la suite d'une négociation qui est totalement délirante, qui a été menée à Paris. Complètement officieuse, du reste. Complètement officieuse, qui a été menée à Paris entre des avocats qu'il a dû mandater un peu de force parce que lui était en détention, et les avocats de Nasser Al-Khelaifi, qui sont des avocats de premier plan, notamment Francis Spinner, et qui, en fait, ont scellé un protocole d'accord secret qui a conduit à la libération de Tayeb Ben Abderrahmane en échange de la remise de clés USB et de disques durs sur lesquels figuraient les éléments compromettants contre Nasser Al-Khelaifi. Bonjour Célia Laborie. Bonjour. Alors vous avez publié, vous, dans Le Monde, une enquête sur ce phénomène qu'on appelle donc la fatigue informationnelle, on l'a compris. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, 53% des personnes en France disent souffrir de fatigue informationnelle. Alors expliquez-nous pour commencer déjà comment ça se manifeste la fatigue informationnelle. Ça se manifeste de plusieurs manières dans les personnes que j'ai interrogées. Certaines parlaient du fait qu'elles avaient du mal à dormir à cause des informations trop anxiogènes qu'elles ingurgitaient au cours de leur journée. D'autres disaient que l'information les mettait de mauvaise humeur, qu'elle pouvait même provoquer des crises d'angoisse. Et la solution que trouvaient donc les gens face à ça, c'est de mettre à distance toute source d'information. Alors avant de parler de la solution, essayons de comprendre d'où vient le mal. C'est relativement récent. Certains des témoins que j'ai interrogés faisaient remonter la fatigue informationnelle aux attentats de 2015, qui était bien sûr un moment assez anxiogène pour tout le monde. D'autres parlaient plus généralement du Covid. La crise du Covid a généré une forte fatigue informationnelle chez la plupart des gens. Et puis, ça s'est pour beaucoup accentué cet été avec les symptômes de la crise climatique qui étaient de plus en plus palpables. La guerre en Ukraine ? La guerre en Ukraine aussi était assez souvent citée. En fait, ça vient quand les informations anxiogènes semblent atteindre directement le quotidien des lecteurs et des consommateurs d'informations. Mais c'est lié uniquement aux informations elles-mêmes, c'est-à-dire à l'accumulation d'un certain nombre d'informations anxiogènes que vous venez de décrire, ou c'est lié aussi à un système informationnel qui fait qu'il y a un moment, on n'a plus de repères là-dedans. Je pense au développement des chaînes d'information continue, au rôle des réseaux sociaux également. Est-ce qu'il y a ça aussi ?
Oui, certains chercheurs parlent d'infobésité. Ça peut aussi être lié à la façon qu'on a de consommer l'information. Le fait que, notamment avec le numérique, on est en permanence, du matin jusqu'au soir, confronté à une accumulation sans fin d'informations et qu'on consomme de plus en plus l'information sur les réseaux sociaux. Donc, elle va être mêlée à des informations personnelles, à ce qui est lié au travail et qu'on n'arrive plus vraiment à mettre de limites entre le personnel, l'information et le professionnel. Donc, on a l'impression d'être sans cesse envahi d'informations dont on n'aura jamais fait le tour. Et la fatigue informationnelle est liée aussi au déficit de confiance qu'on peut enregistrer, qu'on voit croître vis-à-vis des médias, notamment vis-à-vis de nous-mêmes, hein, les journalistes, puisque d'après le Reuters Institute, 29% des Français seulement disent avoir confiance dans les médias. On ne sait pas s'il y a un lien de causalité. En tout cas, ça arrive au même moment. La confiance dans les médias baisse depuis des années. Et au même moment, la fatigue informationnelle est un symptôme qu'on pointe du doigt. Ce qu'on peut dire, c'est que si les gens n'ont plus confiance dans les médias, et qu'en plus l'information les déprime, ils ont toutes les raisons de mettre à distance l'information. Une information déprimante, mais aussi polémique. C'est ce que vous pointez dans votre article aussi. Oui, beaucoup de gens disaient qu'ils ont l'impression que dans les médias, ils ne font pas face à des journalistes objectifs, mais plutôt à des gens qui viennent donner leur avis sans qu'on sache vraiment d'où ils tiennent leur expertise et que du coup, ils n'ont pas confiance en ces experts-là. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que ça touche tous les âges, ce qui est pas le cas de tous les mots. Mais là, les jeunes comme les personnes âgées. Oui, ce que montrait l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés par ça, des jeunes qui sont hyper connectés et très en lien avec l'information sur le net, ceux dont on pourrait penser qui savent bien gérer la consommation sur Internet parce qu'ils sont nés avec le numérique, finalement font partie de ceux qui ont le plus de mal à hiérarchiser l'information, peut-être parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de consommer des journaux papier ou des journaux télévisés, ils sont directement tombés dans le bain du numérique et ils n'ont pas mis en place de rituels d'information, par exemple prendre 1 heure le soir avant de se coucher pour lire les actualités. Eux, c'est un petit peu de façon disséminée tout au long de la journée. Dès qu'on a un moment, on regarde les notifications sur son téléphone et du coup, on se sent complètement submergé. Et alors, le résultat, c'est qu'il y a des stratégies et vous l'évoquiez, de contournement de l'info. Et puis, vous expliquez qu'il y a maintenant des coachs. Alors, je ne savais pas, moi, je n'ai jamais eu recours à ça, mais des coachs qui proposent à leurs clients de se sevrer d'infos. On a besoin d'un coaching pour ça. En fait, c'est quand je tapais sur Internet pour écrire mon article « Comment arrêter l'information ?» J'ai arrêté de suivre l'information assez vite quand on fait des recherches là-dessus. On tombe sur des chaînes ou des blogs de développement personnel qui, parmi plein d'autres conseils pour améliorer sa vie, conseillent d'arrêter de suivre l'information, d'arrêter de suivre l'actualité pour se sentir mieux au quotidien, comme on conseillerait d'arrêter de fumer ou de se mettre à la méditation. C'est presque devenu pour certains une démarche de self-care, d'éloigner de nous toute information négative et donc absolument les journaux d'actualité. Ouais, vous racontez le cas d'une personne qui s'est rendue compte 1 semaine après que la reine d'Angleterre était morte et elle s'est rendue compte que finalement elle allait très bien. Alors, il ne l'avait pas choisi. Elle pouvait vivre sans ça. Il était un monsieur qui était parti en randonnée sans accès à Internet pendant 1 semaine. À son retour, il a appris qu'Elisabeth était morte. Et il s'est dit, je suis content de le savoir, ça fait partie de l'histoire. Mais pour autant, je n'avais pas besoin de le savoir à la minute. Il n'y avait pas de nécessité. On peut comprendre, Alors, la question la plus grave et plus sérieuse, si on peut dire, c'est que la fatigue informationnelle, elle s'accompagne aussi d'une fatigue politique. Et là, ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire, est-ce que, se retirant de l'information, on ne va pas se retirer aussi du vote, par exemple ? Oui, on dit que, j'ai remarqué dans mon enquête que la fatigue informationnelle se double souvent d'une fatigue démocratique. Quand je demandais aux témoins que j'ai interrogés s'ils avaient voté et s'ils avaient suivi la campagne présidentielle, une bonne partie me disait qu'ils avaient vaguement regardé les programmes, mais pas regardé les débats parce que ça leur paraissait trop agressif, trop polémique, ou aussi parfois parce qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre, puisqu'ils n'avaient pas vraiment suivi l'actu dans l'année précédente. Et finalement, au moment de voter, ils ne savaient pas vraiment pour qui voter, donc ils ont décidé de s'abstenir. Et ils ne le regrettaient pas spécialement. C'est clair que c'est difficile de prendre une décision politique quand on n'a pas suivi l'actualité et qu'on ne sait pas où se positionner. Je me souviens aussi d'un des témoins qui était une jeune fille très éco-anxieuse et qui avait arrêté de suivre l'actu cet été à cause des feux en Gironde qui lui procuraient beaucoup d'angoisse. Elle disait, de toute façon, je sais que la planète va mal, je sais qu'on court à la catastrophe, donc
À chaque élection, je vais voter pour Europe Écologie Les Verts sans forcément regarder les programmes. Et puis voilà, comme je sais que tout va mal, j'ai pas forcément envie de chaque jour connaître les raisons pour lesquelles le monde est en train de s'écrouler. C'est un phénomène durable, selon vous ? En tout cas, ceux qui avaient arrêté de suivre l'actualité depuis des années n'avaient pas l'air d'être prêts à s'y remettre. Donc, y a certaines personnes qui m'ont dit j'y reviendrai pas parce que je me sens beaucoup mieux. Pour cela, je pense que c'est durable, mais je pense que c'est aussi lié à une personnalité, des personnes qui sont plutôt anxieuses en général et qui, du coup, appliquent ça sur ce plan de leur vie.